Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue sur cette nouvelle émission. Toujours là, on est en période estivale, hein, vous avez vu, on a lâché un petit peu, personnellement, j'ai lâché la veste. Il fait chaud, même dans les studios, dans nos environnements intérieurs, d'où la nécessité de se préserver, d'avoir les systèmes qui vont permettre, passifs ou mécanisés, qui vont nous permettre d'être bien, de bien respirer. Ici, on respire quand même bien, bien entendu. Une petite actualité, un petit point qui est quand même assez marquant. On me pose assez souvent la question, mais qu'est-ce que tu penses de la qualité de l'air dans les transports en commun? Personnellement, je ne les prends pas beaucoup parce que, justement, avec quelques problèmes respiratoires font que je vais éviter d'être en surcharge. Et il s'est passé quelque chose il y a peu de temps sur Paris, la ligne 4 du métro, panne. Les personnes sont restées 2 heures dans le métro, dans les tunnels, et en fait, ils ont pris, je dirais, leur responsabilité, bien que ça puisse quand même être dangereux. Ils ont ouvert les portes du métro, ils sont sortis, ils sont partis, puisqu'ils étaient en état de mauvaise qualité de l'air, très très mauvaise qualité de l'air au niveau des tunnels. Il faisait chaud, pas de circulation d'air, pas de dépression, pas de mouvement de courant d'air qui puisse en apporter. Donc c'était plus qu'intenable. Et finalement, au bout des 2 heures, personne, il n'y a pas eu de problème particulier, je dirais, de malaise et autres. Mais les témoins et ceux qui en parlent ont dit justement on était proche de faire des malaises, et c'est ce qui les a poussés à. Donc cette qualité de l'air, vous voyez, il faut vraiment en prendre soin. Les taux dans nos métros sont extrêmement élevés. La RATP, je sais que c'est une problématique auquel elle veut s'atteler. Donc un petit message à son directeur, Monsieur Castex, n'oubliez pas, c'est un élément majeur du bien faire. Il n'y a pas que l'air qui est à l'extérieur, l'air dans les bâtiments, il y a également dans tout ce qu'on peut avoir dans les sous-sols. Et j'ai aussi une pensée particulière pour les personnes qui travaillent dans les parkings souterrains, en plus qui font les entretiens des voitures, et je peux dire que les produits qu'ils utilisent, confinés, les gaz d'échappement et autres, je les invite à au moins toutes les heures de sortir, de s'aérer et de faire attention à eux, parce que c'est vraiment pas simple. Voilà, c'était la petite actualité de ce matin. On va parler du bâtiment notamment, et j'ai le plaisir de recevoir sur l'émission, on a déjà aussi reçu d'autres fois, Julien Serry, qui est du pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour Julien, bienvenue sur le plateau à nouveau. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Moi ça va. Les adhérents du pôle Habitat, un peu moins malheureusement, mais moi ça va. Alors les adhérents du pôle Habitat, le pôle Habitat de la FFB, c'est quoi? Il s'occupe de quoi? Vous êtes le directeur technique de ce pôle Habitat. Donc c'est-à-dire que tous les adhérents de la FFB dans les constructeurs, ils prennent leur téléphone, ils prennent leur petit clavier, puis ils vous posent toutes les questions techniques qui sont associées aux problématiques du bâtiment en général. C'est exactement ça. Moi, je m'occupe des affaires techniques au sein d'une organisation professionnelle qui représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers et les rénovateurs qui travaillent en rénovation globale. C'est un nouveau métier qu'on développe. On est hébergé au sein de la FFB, évidemment. Et en ce sens, moi, je m'occupe de tout ce qui est notamment réglementation technique. Il y a une actu assez infini sur ce sujet-là. Et je pense que c'est pas fini, parce qu'apparemment l'entonnoir était comme ça, il part comme ça. Hein. En tout cas, on part pas sur un moratoire malheureusement de réglementation technique. Beaucoup sont liés à l'environnement, donc beaucoup sont nécessaires, hein. Faut le dire aussi. Mais on est sur un flot continuel de nouvelles réglementations, malgré une conjoncture compliquée, quelle que soit d'ailleurs la conjoncture. Alors justement, sur ce réglementaire, vous travaillez pour la FFB, auprès de vos adhérents, vous le dites, mais par contre, vous aussi, vous êtes dans les groupes de travail au niveau des actualités réglementaires auprès de la DHUP, hein, donc le ministère, pour apporter vos connaissances, la connaissance du pôle Habitat notamment, et ça peut être sur quel type de sujet, par exemple, en ce moment? Si on peut dévoiler, parce qu'il y a des choses... Oui, on peut donner des exemples concrets, parce qu'effectivement, on a la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on est présent dans ces différents groupes de discussion, dans ces différents groupes de concertation. Pour vous donner un exemple concret, sur ces dernières années, c'est beaucoup l'Aéro 2020 qui nous a occupés, où on a participé à toutes les discussions de près et de loin avec les différentes parties prenantes, avec l'administration, avec le gouvernement en direct, pour caler au mieux cette réglementation. Caler au mieux, ça veut dire
répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone, mais aussi répondre à des objectifs un petit peu de maîtrise des coûts de la construction, qui est un vrai sujet, d'autant plus depuis la reprise Covid. La maîtrise des coûts de construction qui ont explosé depuis cette période-là, c'est le sujet de la balance, entre guillemets, entre nos objectifs environnementaux et les maîtrises de coûts de la construction. Et une maîtrise des coûts qui sont je dirais une augmentation des coûts qui sont pluriels, puisqu'on va retrouver, il y a le cadre général de ce qui s'est passé, Covid un peu à l'arrière, on retrouve une structure, un niveau international qui fait qu'il y a une tension sur les matériaux. On peut regarder aussi, et ceux qui ont acheté des maisons il y a quelques années, ou des constructions, on a des matériaux qui se sont tenus en prix pendant des années où il n'y a pas eu d'augmentation d'appliqué. Il y a des matériaux qui ont même pendant 17 ans qui n'ont pas posé d'augmentation. Et donc à un moment donné, ça repoussait, et puis ça a fait l'effet mécanique de dire là on peut plus. Et donc il y a tout ça accumulé fait qu'effectivement c'est plus compliqué, ça coûte plus cher d'acheter des logements. Notamment, on le voit, les primo-accédants dans la maison, on le sait, ils arrivent à des seuils moins de 10% de primo-accédants alors qu'ils étaient à 21-22%. Si ma mémoire est bonne. Et en plus, on a ceux qui achètent des logements à l'heure actuelle. C'est une grosse part. J'ai eu échangé avec un grand constructeur français qui me disait 27% de nos ventes, c'est des achats cash. C'est ça. Cash, carrément. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a pas de crédit. Donc, c'est un symptôme important qui fait qu'il y a une partie de la population qui ne peut plus et il va falloir œuvrer énormément pour les aider. Pour les coûts de construction et la crise des matériaux dont vous parliez, il y a eu en fait deux grandes périodes. La première période, ça a été la reprise Covid, où du fait de un petit peu la reprise mondiale et les capacités de production qui n'ont pas forcément suivi, il y a eu une augmentation très très forte de certains matériaux. Je pense au bois, je pense à l'acier notamment, qui ont fait déjà exploser quasiment de 10% les coûts de construction. Le prix d'une maison a augmenté de 10, 11, voire 12% parfois. Puis après, ça c'est la période, on va dire, mi-2021. Et puis après, il y a eu la période, malheureusement, suite à la guerre en Ukraine, qui là aussi a créé une crise énergétique, on va dire, qui a eu un impact fort sur la production de certains matériaux. Je pense notamment aux matériaux de terre cuite, qui sont très énergivores au niveau gaz. Et donc, ça s'est ressenti de suite sur les prix. Et là, on a repris une augmentation de 10, 11, 12%. Donc, rien qu'avec ça, rien qu'avec cette crise des matériaux qui est généralisée sur pratiquement tous les lots de la construction, comme vous le disiez, on a pris entre 20 et 25% d'augmentation de coûts de construction. Donc, nos maisons, le prix de nos maisons, le prix des appartements a énormément augmenté. Et ça, on pensait que c'était le pire, mais mais on le retrouve aussi sur la rénovation, puisqu'on voit que dans des négociations de vente de logements, de revente plutôt de logements, le DPE est passé par là, diagnostic de performance énergétique, et ceux qui vont acheter vont regarder la performance et vont dire non, mais attendez, ça va me coûter très cher de me mettre aux normes. Donc on a une tendance baissière aussi sur des prix. Alors, outre ceux qui ne peuvent pas acheter parce que ça manque au niveau budget, mais il y a cette part aussi qui influe. Bien sûr, et quand on fait des travaux de rénovation, on achète des matériaux de construction aussi, qui ont augmenté aussi, donc la problématique est la même. Donc acheter moins et mieux, parce que aussi des matériaux qui vont bien, on va les avoir de manière pérenne et de les avoir aussi sur des consommations qui sont moindres. Vous parliez tout à l'heure de votre travail, de vos travaux au global avec toutes les autres instances, notamment sur la RE 2020, on a vu arriver la ventilation qui s'est retrouvée et qui est une prise en compte notamment assez forte, même un protocole de vérification qui suit, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui est une bonne chose, puisque dans le cas de l'habitat, on le sait, c'est 70% de non-conformité. C'est pas de non-opérance, ça veut dire que ça fonctionne, mais de non-conformité, puis qui, dans le temps, vont le dégrader. Donc c'est s'attaquer à ça pour que ça se passe bien, et notamment, il y a un organisme qui s'appelle Calibat, qui forme énormément les certificateurs derrière, les contrôleurs plutôt, et c'est qui doivent avoir la qualification 8741. Voilà, donc c'est quelque chose à se souvenir de cette 8741, parce que elle est majeure, et il y a plus de 700 contrôleurs à l'heure actuelle qui sont en formation, et qui vont avoir bientôt leur qualif. Donc la machine est en marche pour finalement être mieux chez soi et bien respirer. C'est un vrai pas en avant pour la construction neuve, qui est souvent pionnière, surtout le logement neuf, les maisons individuelles neuves, les logements collectifs neufs sont souvent pionniers dans tout ce qui est réglementaire. On l'est sur le carbone, sur l'environnement, on l'a été sur la thermique, on l'est encore sur la thermique avec la RE 2020. Un pas supplémentaire a été franchi sur la qualité de l'air
grâce, on va dire, à l'intronisation de cette RE 2020 et de ce contrôle qui, en fait, aura à peu près les mêmes effets que le contrôle de perméabilité à l'air de la RT 2012. Ça veut dire un peu compliqué de s'y adapter au début parce que c'est nouveau, c'est un contrôle de fin de chantier qui en plus concerne plusieurs lots, concerne la coordination de ces lots. Donc pas simple au début, mais à terme, une amélioration de la qualité de l'installation des systèmes et on espère de l'exploitation derrière. Le but étant que ça fonctionne bien et qu'on obtienne les éléments probants de fonctionnement au moment où le logement il est livré. Au moment de la livraison, on va mesurer qu'on est dans les bons débits de ventilation, tout simplement. On va aussi faire des mesures on va dire plutôt visuelles, c'est-à-dire que est-ce que les bouches sont bien placées, est-ce que le groupe est bien placé. Donc il y a à la fois une inspection visuelle et des contrôles, des mesures qui permettent de certifier que la ventilation est bien installée conformément et qu'on n'ait plus ces 60-70% de non-conformité qu'on avait avant. Voilà, sachant qu'il y a un parallèle qui se fait souvent avec les professionnels du gaz où ils sont à moins de 5% de non-conformité. Donc si on arrive y a un gap. Le but du jeu, c'est d'arriver là. Moi, j'avais également, je vais rebondir sur deux petits mots que vous avez dit, les débits. Oui. D'accord. Alors, pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi un bon débit dans notre logement ? Et des fourchettes peut-être, et en quoi l'air qui circule bien dans notre logement, c'est important. Alors les fourchettes, je les ai pas en tête, vous les avez sûrement d'ailleurs, mais tout ça est défini réglementairement, voilà. Par une réglementation plutôt ancienne, puisqu'elle date de mars 82, si je dis pas de bêtises. 24 mars. Ouais. 24 mars 82, exactement. Et en fait, tout ça est défini réglementairement, donc on a des débits à atteindre qui sont définis par la réglementation. Et donc, l'un des points de contrôle majeurs qui vont être vérifiés sur les chantiers, c'est justement l'atteinte de ces débits en conformité avec cette réglementation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on devait déjà respecter avant, mais là, ce sera d'autant plus respecté puisque ça sera contrôlé par tierce partie à la fin du chantier. Alors ces débits, on a deux points qui sont associés à ça. On en a un, on va se dire, mais si j'ai du débit, c'est quels avantages pour ma qualité de l'air ou ma santé ou la santé de mon bâtiment dans le logement. On va peut-être faire un petit détail là-dessus parce que c'est important de savoir vraiment à quoi ça sert. Et derrière, ces débits, ils peuvent avoir une petite contrainte vis-à-vis de notre chauffage. On va se dire, ouais, je vais avoir des déperditions peut-être à bien trop fortes et ça va être un problème et il faut équilibrer tout ça. Alors, on va en parler. Premier point, Julien, justement, ce débit, cet air neuf qu'on fait rentrer dans le logement et qu'on va faire sortir aussi, ça c'est important. L'avantage d'avoir cet air neuf et ces volumes par rapport à notre activité. L'avantage, c'est la qualité de cet air intérieur avec des renouvellements qui sont de qualité. Et en fait, aujourd'hui, on dit souvent que l'air intérieur, il est plus pollué que l'air extérieur. 8 fois plus. Et dans nos maisons, on se doit d'avoir une qualité de l'air très très bonne, d'autant plus que c'est des sujets qui sont de plus en plus sur le devant de la scène. C'est des demandes de nos clients qui sont aussi de plus en plus prégnantes. Donc, ces débits nous permettent d'atteindre cette qualité de l'air qui est nécessaire au beau confort, parce qu'en fait, on fait tout ça pour quoi ? On fait tout ça pour faire des logements confortables pour nos clients. Alors deux points majeurs, notamment de dégradation de notre qualité de l'air dans le logement. On en a un, on le sait, c'est le taux d'hygrométrie qu'on va avoir dans nos salles de bain, par exemple, avec une humidité qui augmente trop forte et si la température elle est forte aussi, on va avoir une génération de moisissures. Donc là, il faut y faire extrêmement attention. Et l'air qui est évacué des systèmes, alors que ce soit un système qui fait de l'extraction de l'air ou qu'on vient insuffler, on va avoir un débit qui va permettre d'évacuer tout ça dans un laps de temps. Par contre, un petit conseil quand même, des douches très chaudes trop longtemps, vous allez aller quand même chez vous, faites-y attention, vous allez aller au-delà du principe de la ventilation ou du renouvellement de cet air. Et il vous faudra un petit peu plus de temps pour l'évacuer. Donc, quelquefois, nos pratiques personnelles vont peut-être un petit peu plus loin. Donc, il faut aussi réfléchir que les systèmes sont là pour nous aider, mais nous aussi, on a notre part. Et un autre point, si je peux me permettre, dans le logement, quand on fait la cuisine, on émet beaucoup notamment de particules, des COV, il y a de la chaleur, il y a de l'humidité, et ça aussi, il faut que ce soit évacué assez rapidement. Et dans les logements, d'ailleurs, sur les ventilations, il y a des doubles vitesses qu'on peut retrouver. Et quand on fait la cuisine, on n'hésite pas aussi à actionner la double vitesse parce que, à un moment donné, il y a un pic qui arrive très fortement. Il faut qu'on l'élimine. Ce qu'on appelle les pièces humides, en fait, sont traitées différemment que les autres pièces. Donc, salle de bain,
cuisine, là où on va avoir des besoins d'évacuer l'air plus rapidement, c'est traité différemment. Il y a aussi un point important, parce qu'on parle beaucoup des systèmes, mais il y a aussi toute la conception du logement qui finalement est faite aussi dans ce sens-là. Je pense au détalonnage des portes, qui est un point super important. C'est quoi le détalonnage des portes, et un point de discussion avec les clients, c'est ce petit espace que vous avez sous la porte qui permet justement d'évacuer l'air de manière... De le laisser transiter. De le laisser passer et de laisser exactement, c'est le terme, transiter de manière intelligente pour qu'il puisse circuler comme il faut. Et c'est ce petit espace qu'on a entre la porte. Alors il est là aussi réglementé en fonction du type de pièce aussi. Et donc là, c'est un point de vigilance que nous on doit avoir au niveau du revêtement de sol et au niveau des toute façon, c'est mesuré dans le cas du protocole. Absolument. C'est aussi un point mesuré. Sachant que ce détalonnage, en fait, il est minimum de 1 cm par rapport à la porte, et il n'est pas là par hasard. Hein, il faut ce qu'on appelle des sections de passage pour laisser passer les X mètres cubeurs qu'on doit laisser passer. Ça se fasse correctement. Si on a une cuisine fermée, c'est 2 cm, parce qu'elle a un débit plus grand. On en parlait tout à l'heure, ponctuellement, on peut tirer beaucoup plus. Toutes les autres portes du logement, c'est 1 cm minimum pour être conforme. Ça, c'est des discussions avec les clients parce qu'ils me disent oui, mais la lumière, on voit la lumière. Et puis le bruit peut-être du couloir, mais à un moment donné, ce qu'on voit pas, c'est que mal respirer, ça peut. Hein. Imaginez, on a des logements, il y a eu un projet comme EPOS qui s'est positionné. On a des systèmes, certains systèmes de ventilation qui baissent énormément aussi le passage de l'air pour consommer moins. Quand nous, on émet peu d'humidité, bah, finalement, on a des débits qui sont beaucoup trop faibles et on va vers des taux de CO2 qui peuvent grimper à 3500 ppm dans une chambre. Hein, émission précédente, on en parlait. Hein, au Conseil de la santé publique, il faut être à 800. Donc il y a aussi des systèmes qui arrivent avec un petit peu plus d'air qu'on va laisser circuler, mais qui ne va pas forcément dégrader énormément derrière le chauffage, parce qu'on est toujours sur si on fait rentrer de l'air froid l'hiver, bah, il faut qu'il soit dans une dilution suffisante pour éviter d'aller chercher beaucoup à compenser à préchauffer. On est sur des volumes... C'est un peu technique, on est sur du brassage à 0,25 volumeur, c'est-à-dire qu'en 4 heures, on a renouvelé tout l'air d'une pièce, ce qui est important quand on sait quand on dort et qu'on y est 8 heures à 2 dans une même pièce. Il faut s'en assurer. Voilà, donc tous ces systèmes sont là pour notre confort. Il y a, je crois, aussi des réglementations qui arrivent. On parle de s'assurer des débits minimaux. Voilà, ça aussi, on a des réglementations anciennes et on va regarder qu'à minima, il faut vraiment qu'on ait ça pour continuer à aller vers du mieux. Vous êtes dessus aussi. C'est important. On essaye de faire évoluer la réglementation de manière, pour le coup, là, intelligente. C'est-à-dire que cet arrêté de mars 82, on ne va pas tout chambouler et essayer de renverser le marché du jour au lendemain, mais on va quand même essayer d'apporter au système innovant une facilité réglementaire, parce que souvent, bah, quand on innove, on n'est pas conforme à certaines réglementations. Là, le but, c'est de faire une réglementation un peu parallèle pour ces systèmes innovants, tout en gardant la possibilité de faire les systèmes actuels et d'amener vers une espèce de transition douce, on va dire, vers l'innovation et vers des produits plus qualitatifs et qui offrent encore plus de confort. Elle s'appelle comment, cette réglementation parallèle qui se fait ? Il me semble qu'elle s'appelle la réglementation sur les débits minimaux. C'est ça. Je ne suis pas certain. C'est les débits minimaux, et en plus, ça se retrouve aussi avec la loi ESSOC 2. Absolument, c'est le principe des SOC. Voilà. On facilite l'innovation. On facilite l'innovation ESSOC et on n'est pas contraignant, mais on regarde ce qui peut se faire de manière à ne pas rester complètement figé, parce que c'est vrai que nos bâtiments, la réglementation 82, tout le monde a fait vite le calcul, ça fait 41 ans, et en 41 ans, on ne construit plus pareil non plus. On a toujours 4 murs et un toit, on va le faire simple, mais à un moment donné, les matériaux, les systèmes, la manière d'aborder nos modes de vie qui ont aussi évolué dans nos logements, tout ça rentre en compte et de manière très forte. Donc, du plus, vous voyez, dans les années qui vont venir, on va s'adapter à tout ça. On en parlait aussi sur l'émission précédente, on va avoir un peu moins de chauffage, mais on va avoir plus de rafraîchissement nécessaire l'été. Pensez-y, il y a des systèmes qui existent aussi, qui vont aller prendre, quand la nuit c'est plus frais, ils vont faire accélérer l'entrée de l'air frais dans le logement. C'est totalement gratuit, on le prend où il est dehors. Vous avez des modules qui le permettent. On a des ventilations en double flux qui le font, on a des ventilations par insufflation aussi qui vont le permettre, et ces systèmes aussi vont filtrer les pollens qui vont rentrer. Et tout ça dans les débits qui nous vont bien, avec des consommations très faibles. Donc voilà, renseignez-vous, regardez tout ça, approchez-vous des professionnels, et puis le site FFB Pôle Habitat existe aussi. Nous, c'est ce qu'on aime aussi en tant que constructeur et producteur, c'est avoir plusieurs solutions à proposer à nos clients en fonction des besoins, des budgets, des possibilités.
Des zones en France. Des zones en France. Lille, c'est pas Marseille. C'est exactement, et on construit pas du tout pareil d'ailleurs dans ces deux endroits-là. Donc tant qu'on a un maximum de solutions techniques à notre disposition, nous ça nous plaît, ça nous permet d'innover, et c'est vachement intéressant. Et surtout la technique, maintenant il faut penser à beaucoup de choses dans la conception d'un logement, dans sa rénovation, parce que c'est une part importante. On le disait, 75% du monde du bâtiment, c'est de la rénovation. Il y a un moment donné, il y a tellement de technicité, faut pas hésiter à s'approcher des professionnels. Bien sûr, alors d'autant plus maintenant, puisque on va, que ce soit d'ailleurs en rénovation, mais aussi dans le neuf que je connais un peu mieux, on est sur des réglementations de plus en plus techniques, de plus en plus complexes, et à un moment donné, celui qui sait, c'est quand même le sachant, c'est quand même le professionnel, donc faut pas hésiter à faire appel à un constructeur de maisons individuelles. Et sur la ventilation également dans son logement, puisqu'on parle ici de l'air, n'oubliez pas, on entend, il y a 37,5 millions de logements en France, il y en a 20 millions qui ne sont pas spécialement équipés en ventilation. On sait bien qu'on va mieux maîtriser tous nos débits et tous nos passages d'air, plus même que l'aération. Donc on a aussi 4 principes qui sont intéressants. On a vu un émerger un peu plus. On a, dans un logement, pour être bien au niveau de qualité de l'air et au niveau de ce brassage et de la maîtrise énergétique, ça c'est important, d'abord on ventile, on filtre, on aère, c'est du complément, l'aération. Quand on parle qu'il faut aérer par l'ADEME qui le dit 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, c'est dans le cadre aussi pour ceux qui n'ont pas du tout de ventilation chez eux, pour amener cet avantage. Le matin, on ventile parce qu'on a passé toute la nuit à dormir. Le soir, on ventile parce qu'on rentre chez soi et qu'on n'a pas été présent forcément. Et à un moment donné, la chaleur a fait que tous nos éléments autour de nous dégagent des polluants. Et à un moment donné, il faut qu'on les évacue et qu'on fasse rentrer aussi un peu d'air frais au sens air neuf, parce que le plus important c'est l'air neuf, et de se sentir mieux aussi chez soi pour préparer la nuit. Et le dernier point, c'est si, évidemment, on est dans des zones extrêmement contraintes, on va avoir la possibilité aussi d'avoir des systèmes de purification d'air. Et là, vraiment, il faut regarder en complément de cette ventilation, cette purification, pour traiter ce qu'il y a besoin. Et, le purificateur d'air, il ne faut pas croire que c'est la solution qui fait tout. Celle qui fait vraiment tout, c'est d'abord un air neuf qui crée une bonne dilution, qui apporte de l'air frais, notamment dans notre logement, et de l'air agréable à respirer. On ne se rend pas compte, mais quand on respire bien, on se sent bien. Aujourd'hui, il fait chaud sur Paris, ceux que j'ai vus dans la rue. J'ai discuté avec 2-3 personnes avant de venir sur le studio. Aujourd'hui, c'est lourd. Voilà, on dit l'atmosphère est lourde. Elle est lourde parce qu'il fait chaud, elle est lourde parce que peut-être aussi on a quelques difficultés à se sentir à l'aise, finalement. Et tout ça, ça contribue. Julien, un petit point également supplémentairement. Les défis chauffage et rafraîchissement et les coûts. Donc ça, c'est un gros sujet également, où tout est associé. Nos logements, alors dans les années à venir, est-ce qu'ils vont prendre soin de nous ? Je pense que oui. Ah oui, ils prennent déjà soin de nous, et on va encore vers une amélioration de la qualité de nos logements. La RE 2020 en fait partie. Il y a la fameuse REP bâtiment pour le traitement des déchets qui également participe à ce côté vertueux sur le plan environnemental. Donc on va comme d'habitude, vers des logements neufs de plus en plus qualitatifs. Alors avec une maîtrise des prix qui est de plus en plus compliquée. Vous me posez la question des enjeux au niveau du chauffage. Il y a des enjeux très forts de décarbonation qui sont à l'ordre du jour de toutes les réunions aujourd'hui pour le secteur du bâtiment, que ce soit pour le neuf, que ce soit pour la rénovation. Il y a des enjeux très très forts là-dessus où on tourne beaucoup les yeux vers la pompe à chaleur. Puisque le gaz devient de plus en plus compliqué en neuf. En maison individuelle, c'est quasiment impossible. En logement collectif, à 2025, il va falloir trouver des solutions là aussi alternatives, hybrides peut-être, mais en tout cas alternatives au gaz double service. On voit arriver des choisir gaz hydrogène. Voilà, mais non, mais en fait, il faut, et c'est justement là mon propos, il faut un maximum de solutions, un panel de solutions assez large. Quand on regarde un petit peu les objectifs là, qui sont affichés par le gouvernement, le plan de transition et de décarbonation a été présenté lundi là, par les ministres. On voit qu'on va vers beaucoup de pompes à chaleur, que ce soit en rénovation, que ce soit dans le neuf. J'ai calculé, il faudrait produire jusqu'à 2030 à peu près 5 millions de packs. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est que voilà, on est sur un lot en plus qui n'a pas trop augmenté en prix sur ces 2 dernières années. Mais voilà, le risque de pénurie, il est peut-être là en termes de production. Donc nous, on est vachement vigilants sur ça. Risque de pénurie qui, bien évidemment, ferait augmenter les prix. Donc nous, on est attaché à ce qui est de la pompe à chaleur, ça c'est sûr, c'est incontournable. De la RO, de la RR qui est
plus en plus demandé en plus par les clients, mais aussi d'autres solutions, hybrides, gaz vert, etc. Le RR amenant du confort également. Quand vous êtes sur une PAC Aéro et que vous avez à chauffer un plancher chauffant un plancher émetteur ou des radiateurs, quand on veut gagner par exemple 1 degré l'hiver, on va avoir 1h30 à 2 heures de montée de ce degré. La PAC RR, ou imaginez quand vous amenez de l'air neuf dans votre logement, quand on est sur le vecteur air, c'est comme ça que ça s'appelle, on va sur une pompe à chaleur RR, on va gagner 1 degré en 4 à 7 minutes. Vous imaginez un peu ce confort, ça veut dire que déjà intrinsèquement, on a besoin de moins d'énergie pour amener le même résultat. Donc des gros gains, je dirais, de bénéfices coût et de bénéfices confort. Parce que quand on est englobé aussi dans cette chaleur qui est uniforme, on se sent vraiment bien. Vous parliez, Julien, je reviens juste dessus sur la décarbonation, pour toutes nos auditrices, nos auditeurs. Un point important, nous sommes aujourd'hui en 2023, le niveau de carbone extérieur, il est de 418 ppm, partie par million. En 1973, je révèle mon âge, il était de 329. En 1850, la base moyenne, l'étalon mondial, il était à Hawaï, à côté d'Hawaï. C'était 1850, on avait 280. Vous imaginez ces progressions et cette accélération que l'on vit là en effet de serre. Au niveau des aires géologiques et au niveau des aires climatologiques de notre planète, puisque c'est notre lieu d'habitation premier, c'est d'abord la planète et ensuite c'est nos logements, il faut savoir qu'on est passé par des phases dans période glaciaire de 190 ppm à 260 en période chaude. Et le 1850 n'est pas anodin, c'est la période de la révolution industrielle. Donc imaginez depuis la révolution industrielle notre impact en tant qu'être humain. Donc ce qui veut dire que prenons conscience aussi, ce CO2, c'est sûr on en parle de partout, on ne le voit pas non plus, il est autour de nous présent à 0,03% dans le niveau de l'air, mais il a un effet extrêmement important. Donc voilà, c'est toujours aussi bien de réexpliquer d'où on vient et en quoi c'est pas anodin du tout que l'on doit vraiment faire des efforts. C'est ça, il y a un enjeu de décarbonation et c'est aussi l'enjeu des années futures, c'est la résilience aussi de nos logements et ça fait partie des sujets que vous abordez. Il va falloir construire mieux, construire plus vert, plus résilient. En ce moment, on essaie de construire tout court, c'est très compliqué, mais il y a des vrais enjeux par rapport à ça. Ouais, et on construit tout court, mais on construit aussi en n'oubliant pas tous ces points qui sont extrêmement importants. On n'oublie pas, si on veut avoir des informations sur la construction, pôle-habitat.ffbâtiment.fr. Voilà, Pôle, P-O-L-E. Voilà, c'est pas Paul qui va vous répondre, c'est Pôle Habitat voilà, qui va vous répondre. Merci beaucoup, Julien, d'être venu. Gage qu'on va se retrouver encore dans quelques temps. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Notamment, il y a des prises en compte dans cette qualité de l'air et dans le traitement de la ventilation dans nos logements qui arrivent. On va plus s'attacher à regarder que le taux d'humidité du logement pour évacuer cette humidité qu'on génère quand on fait nos activités de cuisine, de présence nombreuse ou de douche, et autres, mais on vient aussi faire des prises en compte des CO2 et d'autres polluants et la température associée aussi pour tout bien mettre en équilibre. La vie, elle est équilibre, elle n'est pas un travers pour combattre un autre travers. Ça marche pas. On le sait très bien. Au contraire, c'est plutôt néfaste. Non, c'est les professionnels du bâtiment et les professionnels du génie climatique sont là justement pour dire il y a des solutions, il y a du trait, renseignons-nous, prenons ce temps-là ce moment de la réflexion qui est bonne pour tout le monde et on échangera aussi de manière plus facile à mieux se comprendre aussi entre un artisan et un occupant usager qui souvent le discours, il y en a un qui connaît très bien, l'autre qui connaît un peu moins, mais chacun a ses vues. Il y en a un qui va faire une bonne installation, l'autre qui veut bien utiliser, mais il faut que tout ça matche, bien évidemment. Donc pour tout ça et pour revenir, encore merci beaucoup mon cher Julien. Merci Nico. À très bientôt. Prenez soin de vous. La famille, c'est important, donc il y a des belles choses qui arrivent à venir pour tout le monde. Prenez soin de vous aussi, chers auditrices, chers auditeurs. Très bel été. Pensez pas forcément à regarder les écrans, surtout pas. C'est fait pour ça aussi, les périodes où on profite. Et aérez-vous en grand. Prenez du plaisir à battre la campagne, la montagne, la mer, ce que vous voulez. Et profitez bien. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.